Aujourd'hui, sur le Clash, on reçoit Pierre et Paul Bellemare. Juste avant d'aller à l'épisode, on va aller écouter une pièce du groupe Danger, tirée de leur album éponyme sorti en 1977. On va aller écouter la pièce Du côté de la démence. Bon. Nice one. Fait que... check, on va faire ça comme ça. Fait que là, qu'on était rendu, là. Je pense qu'on était rendu... la naissance. En fait, comme je vous avais parlé un petit peu, comme toute la... on va dire ma génération, puis même peut-être des plus jeunes, ou tous ceux qui ont eu un trip punk, je pense que la majorité des gens ont tout un peu accroché au buzz qu'il y a eu pendant les années 90. Puis après, le monde ont fait le chemin inverse pour remonter souvent aux bands qu'il y a eu dans les années 80, les années 70. Puis au Québec, un truc que j'ai remarqué, en fait, comme vous allez voir, moi, l'article qui m'a un peu inspiré notre rencontre, c'est ce que Félix B. Desfossés, le journaliste de Radio-Canada qui a écrit des articles sur l'histoire du punk, qui a écrit l'évolution du métal. Il y a un chapitre qui parle de vous aussi. Moi, ça m'a comme ouvert la porte complètement à un monde que j'ignorais. Puis quand j'ai commencé à creuser un petit peu, je me suis dit, il y a tellement de trucs que les gens savent pas nécessairement sur comment cette scène-là, si on peut l'appeler comme ça, c'était quoi la vive. Puis les gens vous connaissent beaucoup pour les projets que vous avez travaillé comme, tu sais, il y a eu Dédé Traqué, Les Frères à Cheval, Pierre, t'as eu aussi, tu sais, des albums solo, Méchant Moineau pour Polo, puis plein de trucs comme ça.
Puis là, je voulais justement ramener au monde qu'à l'origine, avant vos bands, il y avait quand même, on va dire, le glam glitter punk qui a parti tout ça. D'accord, en fait, pour commencer, je me demandais, vous, vos premiers groupes que c'était. Tu sais, j'ai vu Pierre, Lonely Rats, Storm, j'ai vu Polo aussi, que t'avais The Punks à un certain point, tout au début des années 70. C'était quoi le style un petit peu dans ce moment-là? Ah, avec Pierre, moi, mon duo, c'était bien simple. C'est une guitare, un drum, c'est un peu comme White Stripe, mais c'était avec Pierre Lafortune. Puis c'était dans son ça n'a pas duré bien longtemps, là, mais c'était des reprises de Black Sabbath, de Grand Funk, tout ce qui jouait là, de Hard dans le temps, Humble Pie, des trucs comme ça. Puis, Pierre, lui, il y a eu plus de groupes avant moi. Moi, j'ai commencé à jouer de la guitare sur le tard, j'ai commencé à 17 ans. Mais je commençais en 73, mais en 74, on a embarqué, on a fait Danger, puis j'ai eu mon premier contrat professionnel, fait que j'ai fait à croire que ça faisait 10 ans que je jouais. T'avais la famille pour te backer, fait que t'étais correct. J'ai pédalé, ouais, c'est ça. Personne m'ostinait. Mais c'est ça, mais en fait, quand The Punks, comme, tu sais, en 73, je pense que j'avais vu, le nom, il venait d'où? Parce qu'il y avait pas beaucoup de gens qui utilisaient encore ce terme-là, je pense, à l'époque, si t'avais un petit peu, tu sais, les New York Dolls qui l'avaient, t'avais eu comme groupe Suicide qui avait aussi un petit peu fusionné. Tu parles du nom punk? Ouais. Le nom punk? Il y avait un magazine new-yorkais qui s'appelait le Punk Magazine aussi qui a sorti, mais c'était avant quand même, c'est quand même après 73. En 73, c'est sûr que c'était Clockwork Orange qui a... Ouais, c'est Clockwork Orange qui a amené ça, cette idée-là de punk pis tout ça, de gang puis d'ailleurs, la chanson qui est sur l'album de Danger, qui était écrite en 73, qui s'appelait Violence Dance, qui est devenue du côté de la démence. T'sais. Ah oui? Oh oui, ça traînait dans les tiroirs, mais c'était en anglais, puis Pierre l'a fait en français, fait un texte en français pour. C'était dans l'air. Nous autres, on était un band glam, c'était plutôt du garage rock qu'on appelait ça, nous autres, dans le temps. Hein, Pete, me semble, c'est le petit rock de garage. Ouais! Vraiment, parce qu'on travaillait tous dans des garages quand on faisait pas de musique. Si on n'avait pas un emploi, on était des musiciens, c'est qu'on pouvait rentrer, quand on avait plus de contrat, on pouvait aller au garage, n'importe quand, puis ils nous reprenaient, puis on savait que c'était pas sérieux, la job. Notre job, c'était d'être musicien. C'est que on faisait du rock de garage, mais c'est devenu, avec le temps, vers 76 à peu près, le terme punk est devenu de plus en plus fréquent à New York, autant qu'à New York qu'en Angleterre, mais c'est sûr qu'en Angleterre, c'est parce que Malcolm McLaren est venu faire un tour à New York et a vu Richard Hell. L'histoire est là. Quand il a vu Richard Hell, il a tombé en amour avec le personnage, le gars avec le chandail déchiré qui a sa chanson s'appelle The Blank Generation, tu sais. Ouais. C'était quelque chose d'autre, là, c'était nouveau. Ouais, c'est ça, parce que tout le temps aussi le débat de, tu sais, qu'est-ce qui est du punk, puis qu'est-ce qui est le punk. Puis tu sais, quand on commence à débattre de la musique, c'est un débat qui a jamais de fin, là. Fait que c'est vraiment plus du côté de l'attitude, puis... tu sais, le punk, ça a duré 2 ans. Mais en fait, moi, je dirais une chose, c'est que ce qui pouvait, mettons, nous différencier de toutes les autres bandes de rock, si on veut, qui se produisaient en 73, 14, 15, c'est que Danger avait cette pouvait pas s'empêcher de jouer toutes les chansons beaucoup plus vite. Ouais. Tu sais, il y avait le côté vitesse, tu sais. On jouait des chansons comme, je sais pas moi, Vicious de Lou Reed ou Fragile City de David Bowie. Mais à toute vitesse, je veux dire, on connaissait pas comme la demi-mesure. À toute vitesse, puis se garocher, puis c'est un gros DIY. Fait qu'on voit là, si on veut musicalement, là, c'est de là que ça vient. C'est comme pas être capable de s'empêcher que de jouer 3 fois plus vite n'importe quelle chanson qui se présente. Surtout avec le batteur qu'on avait, qui avait vraiment de l'énergie à vendre. Lui, moi, je dirais que musicalement, si on veut, là, en dehors de l'image des spikes à la tête, puis bon, blablabla, là, tous des drapeaux anglais, puis des épingles à couche, en dehors de cette image punk-là, c'est ce qui faisait la différence des autres bands, comme on pourrait dire, pré-punk, comme les Stooges, mettons. Les Stooges, c'était pareil. Tu sais, les Stooges, fallait que ça joue bordélique, fallait que ça joue vite, fallait que ça joue violent, tu comprends? Mais violent seulement pas envers le monde, envers le rock,
Tu sais, je veux dire, c'est ça a parti d'un rock qu'on appelait décadent dans le temps. Tu sais, c'était vraiment le terme dans ce temps-là, c'était le rock décadent. T'en avais pas Lou Reed. Évidemment, ça a commencé avec, si on veut, Alice Cooper parce que moi, je l'ai vu en janvier 72 au Centre sportif de l'Université de Montréal. J'avais jamais vu quelque chose comme ça. C'est théâtral. Ça marqué, c'est clair. Le punk a été le contraire de ça. Le punk a été, on n'a pas besoin de tous ces artifices-là. Ça va être juste nos gueules, puis nos 1, 2, 3, 4, puis notre vitesse, puis notre énergie qui va, et du DIY parce que il n'y aura pas de grosse compagnie qui va nous signer. Puis si on signe avec une grosse compagnie, ben on prend le cash, puis on verra l'année prochaine ce qu'il y a. Ouais. Et puis le pire, c'est ça. En plus, tu dis Alice Cooper, mais j'avais lu aussi que la première tune des Ramones qui avait été écrite, ou dans les premières, Joey Ramones, il avait juste pris les accords d'une chanson d'Alice Cooper, puis ils avaient répété à l'infini, puis ça avait donné Alice Cooper de David Bowie, Joey Ramones, il était à Glam avant d'être avec c'est ça. Les Ramones. Mais vous autres, c'est ça, parce que Pierre, j'ai vu que, parce qu'avant d'Angers, j'ai vu qu'il y avait le groupe, je sais pas si on le prononce, Méléon, que vous étiez déjà avec les frères Gino puis Johnny Gervais. Qu'est-ce qui a fait passer on fait du prog qui est beaucoup plus technique à quelque chose qui fait plus comme plus simple, plus énergique, plus pur, on pourrait dire que le prog? Ben c'était simple dans le fond, parce que moi, les frères Gervais m'avaient contacté pour que je sois le lead vocal, rhythm guitar, puis compositeur des paroles du band. Moi, je me présente puis je me rends compte que c'est très, très, très bon musicien, là. Ces gars-là, le drummer en particulier, le guitariste, le bassman, c'est ça des très bons musiciens. Je joins une bande, puis là, j'essaye avec le petit bout de prog, si on veut, là, de faire des chansons complètes, de dire, on peut faire avoir des chansons qui durent 3 minutes et quart, là, petit bout de 2 minutes. Et c'était pas facile, parce que les gars, je sais pas, ils partaient un brin pas mal dans toutes les directions. Ça a amené des tensions à l'intérieur du band. Moi, je les prenais moins au sérieux, parce qu'ils semblaient pas tellement sérieux, si on veut. Puis ça a fait qu'à un moment donné, je les ai quittés. Je suis parti. Quand je suis parti, eux sont partis de leur côté pour aller voir une agence de booking parce qu'ils voulaient donner des shows, être sur la route. L'agence de booking a écouté le tape, puis leur a dit carrément, « Hey guys, je peux rien faire pour vous autres avec une affaire de même, là. Si vous voulez que je vous book dans des bars, si vous voulez que vous en ayez sur la route, faut que vous jouiez du rock standard. » Fait que là, les gars m'ont rappelé, ils ont dit, ouais, t'allez voir la compagnie de booking, reviendras-tu avec nous autres, blablabla. J'ai dit, ouais, mais à une condition. J'emmène mon frère Polo. Okay. Parce que Polo, non, sans Polo, moi, je reviens pas. Puis là, j'ai dit, OK, on le connaît, ramène-le, OK, amène ton frère. Et là, Polo est arrivé. Et c'est à cause de Polo que Méléon est devenu comme un band de punk, parce que c'est Polo qui non seulement il a amené sa guitare, qui était vraiment, vraiment une coche au-dessus, mais la flopée d'albums sous le bras. Il a apporté les New York Dolls, il a apporté les Stooges, il a apporté Slade, il a apporté Lou Reed. Fait que, avec ça, c'est comme si Méléon découvrait pas un rock standard, mais en tout cas pas prog, là, mais quelque chose de vraiment nouveau, là. Fait que là, on s'est mis à jouer, c'était ça notre répertoire. Lou Reed, New York, blablabla. Et là, en se produisant à gauche, à droite, là, on a eu des contrats, puis on s'est mis à être sur la route, s'aider régulièrement et tout. Et le monde comprenait pas parce que nous, on avait entendu ces chansons-là, mais personne sur la planète Québec avait jamais entendu Search and Destroy, avait jamais entendu Goodbye to Jane de Slade, avait jamais entendu Personality Crisis. Parce que tu parlais tantôt de compagnie de booking puis tout ça, puis justement c'était une de mes questions parce que j'ai vu, tu sais, puis peut-être même avant d'Angers, j'imagine vous aviez fait des shows puis dans différentes villes, mais j'ai vu que en 74, je cherche la date, je me semble que c'est en 74, vous avez fait une tournée Québec puis Maritime. Comment en 75. En 75, OK. Comment que ça s'organisait une tournée à l'époque d'un groupe justement qui faisait quelque chose qui sortait du lot comme ça pour se booker? Bon. On chantait en anglais dans le temps, faut se dire. Hein? Il y a
une chanson de l'album de Danger, si tu veux, dans ce temps-là, il n'existait pas, ces chansons-là. Okay. Puis on faisait surtout du cover. De temps en temps, on essayait dans un jam une nouvelle chanson qui pourrait peut-être être une de nos chansons, mais on composait pareil en anglais. Ça fait que l'agence nous avait booké des maritimes, mais c'était pas facile. Là. Quand tu dis des spectacles, il y en a des anecdotes là-dessus, comme quelqu'un qui... c'est trop fort, puis tu sais, moi je suis fasciné. Avec le 12, la police qui arrive, puis tout le monde voulait nous suivre partout. Okay. Mais en général, on a eu quand même toujours bien du fun. C'est surtout après les shows, tu te retrouves au Harvey's, puis là, le maquillage a coulé, parce que dans ce temps-là, on était glam quand même, avec les pantalons en satin, tout le linge de scène, c'était rendu notre linge. On était pauvre aussi, tu sais, c'était notre linge finalement, tu sais. Puis quand c'est devenu parti, puis tout ça, ben là, c'est devenu... Tout déchiré. Ah non, c'était... Je verrais des photos de ça. J'ai tellement de bons souvenirs. D'aller magasiner chez Eaton en bas, puis dans la grosse boîte, trouver des foulards en lavis. Un gars jusque-là. Tu wow! Ça, c'est cool avec des bracelets à pin par-dessus. Ça va être cool, ça. La musique va être bien meilleure. C'est ça. Entre-temps, c'est pour ça que c'est qu'entre-temps, quand Pierre est parti de ce groupe-là, il faut dire que, en parenthèse, c'est que il a acheté une guitare, puis il a acheté un drum, une guitare pour moi, puis un drum pour Dédé, puis on a commencé pareil à jammer ensemble, tu sais, parce que moi, je jouais sur sa G Standard, mais, tu sais, c'était quand même sa guitare, et puis moi, j'ai eu dans ce temps-là une Les Paul, tu sais, fait que une Les Paul Gold Top, en plus, que j'ai aimé cette guitare-là, elle m'a amené à un level, tu sais. Ouais, parce que, tu sais, si tu as commencé à 17 ans, mais je pense que Danger... Mais je pense que j'avais vu que tu avais comme 20 ans quand Danger ont comme signé. Quand l'album est sorti, en octobre 77, j'avais 21 ans. C'est ça. Fait que tu as quand même eu un blitz d'apprentissage assez rapide, qu'on peut dire, pour passer. Très rapide. J'aimais ça. L'anecdote de la guitare, c'est malade. Écoute, j'ai eu plusieurs guitares, naturellement, avant d'avoir une belle Gibson SG Standard, que j'ai acheté quand j'avais 18 ans. Donc, quand j'avais 18 ans, Paulo, il avait même pas encore 16 ans. Et puis, je l'avais vu prendre mes autres guitares d'avant. Là, on le voit sur certaines photos avec ma guitare en main. Je jamais vraiment entendu jouer comme tel. Je vais acheter la guitare chez Steve's. Je reviens à la maison, l'ampli, la guitare, là, Paulo, ouais, man, tu peux-tu l'essayer? Sure que tu peux l'essayer. Je prends la guitare, je lui mets des mains. Il se met à jouer du Tony Iommi, man, de Black Sabbath, note à note. La face, la gueule me tombe à terre. C'est comme, man, d'où ça sort, ça? Je dis, où est-ce que tu sais? It was fucking within. C'était dans lui. Je me demande rien qu'à sortir. Des heures sur le 10, c'est malade! À jouer à répétition en boucle, parce que c'est vrai, tu sais, maintenant c'est facile là, d'avoir les tabs sur Internet puis tout, mais là avant, t'avais l'oreille. Non, c'est ça, on n'avait pas ça ensemble. C'est le fun même pour les vieux croutons comme nous autres, parce qu'on en profite pareil. Il y a, mais c'est ça, tu sais, t'as parlé de Dédé jouait du drum aussi au début. Oui. L'anecdote ou l'article que j'ai lu en quelque part, c'est que un des points tournants un petit peu que vous avez switché vers, tu sais, un style justement plus New York Dolls, Rolling Stones, puis tout le côté Velvet Underground, ces affaires-là, c'était dans un article justement de Félix B. Dufausset qui avait parlé à Jean Brisson, qui était Johnny Crisson des 222. Des 222. Puis, est-ce que c'est le retour de leur voyage vous a influencé sur justement prendre cette direction-là, ou vous étiez déjà un petit peu imprégné de la scène new-yorkaise avant même qu'ils fassent le voyage? Oh oui. Déjà. Nous autres, on avait les deux pieds dedans dès 1974, si on veut. Puis encore bien plus dès le début de 75. Puis Jean Brisson, il a pris le train en marche vers 76, plus ou moins, quand on répétait chez lui. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il nous a accueillis, il restait tout seul avec son père dans un duplex de l'Est-la-Ville. C'est un chum d'école, ce Jean Brisson. On le connaissait depuis longtemps. Et là, il nous invite, et si vous voulez venir pratiquer chez nous dans le sol, mon père dira rien, blablabla. Fait que on ramasse les gears, puis on s'en va là, et à ce moment-là, quand on répétait, c'est Jean Brisson, en 76, non, Jean Brisson, il était pas encore un punk, là. Il avait pas encore fait le voyage. Ensuite, il est parti avec Dédé. Ils sont allés à New York ensemble. Et de retour au Canada, il viré bout à bout, là. Il est devenu le personnage qu'il est devenu. Puis, ben c'est ça, parce que, tu sais, vous étiez tous du monde de, tu sais, de l'Est, je pense, vous étiez tous de Tétroville ou quelque chose comme ça, dans ce coin-là. Tétroville, Y a-tu, tu
tu sais, y a-tu un point tournant du fait que justement, là, on va dire, là, tu sais, la scène punk montréalaise, tu sais, avec vous autres, puis Johnny Frisson, justement, qui a fait peut-être que ça a été un, tu sais, comme un pitch dish dans le fond, que Tétroville a comme fait que vous avez tombé dans l'intérêt un petit peu plus rock, ou... C'est pareil pour tous les mouvements, mais regarde dans le temps, le Mercy Beat, tout ça, ça vient pas des places les plus chics, les plus... Tu sais, c'est pas eux autres qui lancent la mode de ça, là. Ça vient des quartiers défavorisés. Black Sabbath, ils venaient de Birmingham, puis c'est pas plus ouvrier, dans le fond, très ouvrier. Nous autres, on est full blue collar, c'est tout full blue collar, là. Puis... Oui, c'est pas égal. Les raffineries sont plus loin un peu à Pointe-aux-Trembles quand même, faut que tu te rendes là-bas, mais on les sent pareil, tu sais. Dirty Old Town, c'est là, ouais. C'est ce feeling-là qu'on a. J'ai grandi avec ça, tu sais, le train qui siffle au loin, puis le senteur quand il pleut, puis ça sent la raffinerie un peu. T'sais. L'alarme qui sonne quand on déteste. Tu t'endors bien avec ça, ouais. L'alarme, puis la flamme. La flamme. On demeurait dans on a grandi, les frères Bellemare, dans cette maison qu'on appelle une wartime. C'est-à-dire ces petites maisons, suite après la guerre, les pour les vétérans là? qui revenaient de guerre. Ouais. Bon, notre père n'était pas vétéran, mais il a acheté d'un vétéran. Bon, cette maison-là, la même année que Paulou est venu au monde. Paulou est venu au monde quelques mois après que mon père a acheté cette maison-là dans l'est de la ville. La constante de ça, c'est que nos chambres en haut étaient, les chambres étaient dans le toit, hein, ce qu'on appelle des chambres mansardées. OK? Et il y a cette flamme-là dans Montréal-Est qui brûle le méthane. 24 heures sur 24. Le jour, on peut la voir, mais la nuit, c'était comme... Ah oui, on l'entend. C'est ça, je travaille à Montréal-Est, fait que je la vois tous les jours. Notre veilleuse dans notre chambre, toutes les nuits, ce feu-là éclairait nos fenêtres comme ça, puis on s'endormait là-dessus, tu sais. Ça a dû marquer quelqu'un quelque part. Ah, vous aviez un lien avec Black Sabbath directement, en plus avec les fonderies de Birmingham, tout ça. C'était tellement, puis en plus, je veux dire, dans Tétroville, t'as des petits trucs, tout ça, qui sont vraiment, parce qu'il y a beaucoup d'anglais, tu sais, ça fait vraiment british, puis des fois, l'automne, avec la brume, tout ça, il y a des bouts, on se serait cru vraiment en Angleterre, en tout cas, c'était dans l'air, hein, quand tout ça s'est arrivé, ouais. Mais sinon, c'est ça, quand vous aviez commencé à faire plus de spectacles, puis tout, aussi, j'ai vu que vous aviez fait un spectacle au pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines. Est-ce que c'était aussi comme quand trois spectacles. Puis c'était quand vous faisiez plus des covers, justement? Comment, est-ce que c'était un booker qui vous approchait pour faire des shows là? Ça devait être, tu sais, moi, j'ai l'image du party de Falardeau dans la tête, carrément, là, de ça. Fait que je sais pas à quoi ça ressemblait. Nous, on était tout seul. On n'avait pas, mettons, un conteur de jokes, un drag queen, tout ça, mais on était tout seul comme invité. Pas de première partie, hein? On n'avait pas de première partie, jamais. Et puis, Non, c'était le même booker qui nous bookait partout. On a essayé une fois, ils sont tombés en amour avec nous autres, ils nous ont voulu 2 autres fois, fait qu'on a tourné. Et depuis, j'ai fait, je pense, le tour de toutes les prisons, joué avec les frères, surtout, depuis danger, mais effectivement, c'était quelque chose aussi de jouer. On a même sur, Pierre, ça, dans les archives, une vidéo en noir et blanc de ce show-là de 75, janvier 75, j'imagine. Janvier 75, ouais. 75. Où on joue justement du Alice Cooper, du Iggy Pop, tout ça. Ça me fait penser parce que, tu sais, justement, le nom du groupe Danger, es-tu venu un petit peu à l'époque, justement, que quand vous alliez faire des shows à l'extérieur, vous étiez plus glitter, glam? Je vais laisser Pierre te raconter. Celle-là est trop bonne. Notre premier contrat officiel, vrai contrat professionnel, l'agence de booking nous envoie au Lac-Saint-Jean pour un contrat de 5 semaines. C'est un vrai contrat. Ah oui? 5 soirs semaine, 5-7 par soir, c'est malade. Tu sais, puis pour des peanuts, right? Fait que nous, on débarque là-bas, puis on s'appelle Méléon. Là, on joue le premier soir, on casse la baraque. Le boss nous adore, il nous garde en man, puis là, il nous envoie de la boisson, puis le feu est pogné là. Fait que nous autres, cette première semaine-là, ben là, tu comprends bien que quand la paye est arrivée, ben on a remboursé l'électricité régulièrement à ce moment-là et tout. On passe pas 30 secondes à envoyer la cote à l'agence. L'agence nous appelle le lundi matin. La cote. La cote, ben là, c'est parce qu'on l'a pas. Attendez-nous, on arrive.
puis ces deux gars-là dans le resto du bar, là, si on veut, parce que c'est un hôtel, là, on est dans le resto. Oui. Puis, un des deux gars arrive puis il dit « Guys, j'ai une idée de génie pour vous autres. J'ai eu une idée de génie. » Parce Il dit que d'abord... on parlait de changer le nom avant, mais on a dit on n'a pas ouais, OK. Fait que moi, j'ai une idée. Il disait, ouais, il faudra changer de nom, blablabla. Puis il dit, là, j'ai eu une idée de génie. Il dit, d'abord, on envoie une tomate au DJ. Puis là, nous autres, on le regarde, genre, ah ouais. Puis il dit, là, la semaine d'après, on y envoie une bouteille de ketchup. Puis là, on le regarde, ah ouais. Puis il dit, là, en troisième, on y envoie le single. Puis le nom du band, c'est... Puis là, nous autres, on est là, ouais. Il dit, c'est ketchup. Là, nous autres, on est là, man, si, fucking head, si. Tout ça pour arriver à ça. Nous autres, là, on a fait ketchup, là. Ça dit non, ça, une tomate, un sac de tomates, une bouteille de ketchup, là, on a son affaire. Une bouteille de ketchup pour que finalement, le band s'appelle Ketchup, son premier single. Et là, c'est le drummer qui se revire de bord, puis il dit, ben non, il dit, on pourra s'appeler, puis là, la vitre dans la porte du resto est cassée. Puis, ils ont griffonné au marqueur un carton pour mettre, qu'ils ont collé dedans, qui est marqué danger avec le N à l'envers. Regardez ça, le N à l'envers. Hein, puis là, il regarde ça, puis il dit, on pourra s'appeler danger. Et nous autres, on s'en revire, fuck yes, on s'appelle danger. Fuck yes. Puis là, ça correspondait terriblement à qu'est-ce qu'on faisait de un. De deux, un des très, très rares non bilingues. Danger, c'est danger. Puis là, on se disait, ben là, on passe la route. On peut jouer autant un high school anglophone qu'une école secondaire francophone, etc. Fait que là, danger était accepté d'emblée. Puis là, ketchup, ben, il est retourné à Montréal avec sa cote. Loin second derrière avec ce nom-là. Non, mais c'est ça qui est fou parce que, tu sais, pour avoir eu des bands ou même parler à d'autres gens qui ont des bands, tu sais, que tout le monde s'entende pour un nom, c'est tellement long, puis il y a tout le temps des débats. Puis là, juste le fait de penser que Danger était pas pris, il était disponible, puis que ça colle à votre nom, c'est comme tout était aligné, que ça soit parfait. Là. Oui, c'est malade. Ouais. Même aujourd'hui, j'étais là comme, s'il y avait un band qui s'appelait Danger, je pense que ils seraient connus avant même qu'on ait entendu leur musique tellement que le nom il est parfait, tu sais. Fait que on se disait ça dans le temps nous autres aussi là, tu sais, je veux dire, on se disait juste avec le nom, le monde va vraiment vouloir voir c'est quoi, tu sais. Puis on avait mon frère Dédé qui nous présentait, puis lui c'était comme ça prenait 15 minutes sa présentation, c'était un grand malade, il chauffait à blanc. C'était votre premier gérant dans le fond, c'est ça? Ouais, si on veut. Puis en fait, oui, puis c'est pas mal grave. Dédé il revient souvent dans les affaires, tu sais, il vient nous chercher quand c'est le temps, on dirait qu'il sent ça dans, tu sais. Oui, il est revenu me chercher avec son projet de Dédé Traqué, mais je m'en allais dans d'autres choses. Je m'en allais comme dessinateur en animation, tu sais. Puis, non, il est venu me chercher au studio, puis, le projet, là, OK, on va l'essayer, tu sais. Le projet de musique, c'est toujours intéressant. Puis tout le côté danger, justement, parce que je suis curieux, puis vous n'avez parlé tantôt, tu sais, il y a tout le côté, tu sais, on va dire le glam dans le milieu des années 70, tu sais, il y avait, c'était encore dans le même article que je lisais avec Johnny Frisson puis Dédé. Puis, tu sais, on sait justement à New York, c'est la même chose. Il y a eu beaucoup de, tu sais, les New York Dolls, puis cette scène-là est née un peu dans les bars, tu sais, de travestis. Déjà là où les gens étaient en marge. Est-ce que le fait que quand vous alliez jouer à l'extérieur de Montréal ou même à Montréal, y avait-tu un élément de, tu sais, on s'entend qu'à l'époque, les gens, ben oui, homophobie ou tu sais, ça devait carabiner par là. Il y a souvent eu des clashs, comme je en parlais au Harvey, c'est quand c'est arrivé, là, tu sais, on a sorti les stands de micro et tout ça, puis c'était une gang contre une gang. C'est arrivé une couple de fois. Mais ça, on le savait, de toute façon, puis on en profitait, on provoquait ça, si on veut, tu sais, dans le fond. On le savait que c'était pour faire ça. C'est bien sûr que... ça vous alimentait... Ben oui, mais en même temps... C'est parce que dans cette braquette-là, à l'époque, dans cette braquette-là, il y en a, ben, excuse, mais on était des seuls. On était uniques en 74, 15, 16. Avant 1977, on était les seuls de toute la planète Québec à avoir l'attitude, le playing, le show, le CA, enfin, tout ce qui correspondait à ça. Je peux pas trouver un seul autre band ici au Québec qui faisait quelque chose de même.
J'ai trouvé bien des bandes qui vont sonner puis qui vont sonner comme Offenbach. Mais nous autres, moi, en tout cas, on était pas c'était Pag. On jouait Messane puis J'entends frapper. On jouait ça dans notre set. T'sais, parce que Pag, c'était le vrai rocker, c'est au Québec. L'image glam, même l'image du rocker, c'est Pag. Même encore aujourd'hui. Ouais, puis d'ailleurs, je pense que ça, j'ai lu que Gino Gervais a joué de la batterie après pour Pag, après Pag, Danger. Bien sûr. Puis c'est ça, parce que j'ai lu aussi que c'était un des seuls qui vous backait. Puis j'ai vu que vous aviez fait un bill avec The Vile Tones au El Casino avec Pag. Lui, c'était quoi qui faisait que lui vous appuyait plus que d'autres rockers de l'époque, en fait? Parce que ça sonnait quand même beaucoup... tu sais, Stones aussi, votre affaire, votre musique était accessible, là, fait que... Et Pag aussi, tu sais, il aimait ça. Pag, tu sais, il vient de... C'est un Rolling Stone, c'est notre Rolling Stone du Québec, tu sais. Puis, c'est l'attitude, tout ça, c'est aussi qu'il jouait avec Jim Zeller, puis aussi, dans le temps, il y avait son bassiste, là, qui venait de New York, Cherry Buster Jones. Ah oui. Non, Cherry Buster Jones. Puis Cherry Buster Jones, c'est vrai, oui. Des Ramones, plus loin, un peu plus tard, si on veut. Mais il était avec Pag dans ce temps-là, puis il était avec Pag à l'émission de télé qu'on a faite aussi. Il était bien au courant de tout ça. Autant que Rick Derringer se tenait au Studio 54 puis au Max Kansas City, puis il encourageait, puis Todd Rundgren, il encourageait tout ça. C'est Todd Rundgren qui a produit l'album des New York Dolls, tu sais. Fait que ces rockers-là, quand ils voient ça, puis ils voient Moi, je les ai vus, les Dolls, je les ai vus je fais le poignet jambes, je suis à côté sur le stage. Là. L'énergie qui se dégage d'un band comme ça, tu vois ça une fois, puis tu restes marqué toute ta vie, tu sais. C'était-tu comme un spectacle, j'ai vu, qui était venu à Montréal à Place des Nations, je pense, Non, Palais du Commerce, ils n'ont jamais joué finalement à la Place des Nations, ni ils n'ont jamais joué non plus à Sherbrooke. C'est un gars qui voulait les faire venir là-bas. Ils sont venus au Palais du Commerce, ici à Montréal, qui est maintenant la bibliothèque municipale. C'est ça que c'est à cette heure. Mais dans ce temps-là, ça a changé de public cible. Il y avait peut-être 110 personnes dans la salle, là, tu peux en contenir 500. Tu sais, Roxy Music avait joué là, puis il avait rempli la salle pas longtemps après, quelques années, peut-être 2-3 ans après. Mais non, il n'y avait pas grand monde là, tu sais. Puis, y a-tu le point, tu sais, vous parliez que vous étiez avec une agence qui avait envoyé les deux gars au Saguenay et tout ça. Comment que ça s'est fait, l'approche d'une compagnie professionnelle qui vous a approché? Ils vous ont vu dans un spectacle puis ils vous ont demandé si vous vouliez embarquer avec eux autres? C'est un peu, c'est notre frère Dédé avec ses contacts et tout ça, parce que Dédé, dès l'âge de 13-14 ans, il a lâché l'école pour booker des bandes. Il voulait ça, fait qu'il se promenait, lui, d'aller dans une compagnie de disques, il allait chercher toutes les disques promos, tous les dossiers de presse des bandes. Puis il cherchait dans des places à aller faire jouer dans les écoles puis tout ça, puis on les ramenait les disques à la maison, on écoutait ça, fait que ce qui se passait de différent, si tu veux, il y avait tout ça, on appelait ça Morse Code Transmission, il connaissait ça avant n'importe quoi, tu sais, il y avait ça en promo déjà dans le temps. C'est que, puis c'est lui qui a eu ce contact-là, qui était Gilbert Morin dans le temps. Pour l'album, ça a été Gilbert Morin, tu sais. Ce qu'on a fait avant, tout le rodage sur scène, ça c'est correct, ça a été, comment il s'appelait eux autres dans le temps? Alain Paré, hein? Alain Paré, puis... Alain Paré, oui. Puis ça, bon, il bouquait déjà d'autres bandes. Puis c'est sûr que Danger, on avait quand même un petit quelque chose que... tu sais, ils sont rock, il y a moyen de les placer. C'est quand même, tu sais, ils jouent du bon standard, ils sont bons, les musiciens sont bons. Fait que les tournées c'est vraiment deux affaires différentes, ce qu'on a fait avant, puis l'album. Après l'album, c'est devenu Danger en français, puis c'est devenu un autre genre de... Okay. C'est un autre booking. Parce que le contre-disque avec tel son, ça venait être comme dans le même package, on pourrait dire. Gilbert Morin, parce que c'est le grand ami avec Dufresne, Pierre Dufresne. OK. Pas Pierre Dufresne, comment Yvan Dufresne. Son frère. C'est bon. Hey, j'ai encore plein de questions, mais je pense qu'on va aller en musique pour avant de continuer, puis on va aller écouter des kicks pour foncer. OK. All right. C'est justement ce que je me disais hier. Avant votre
il y avait aussi le truc du côté danger. Il y a une affaire qui m'a fait rire en lisant que vous étiez tombé avec plusieurs artistes et plusieurs autres trucs dans la mire du père Régimbald à l'époque, qui était comme un prêtre comme anti-maçonnique conspirationniste qui avait comme condamné vos disques. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est Kai, je pense, qui est au courant de ça. Il avait condamné celui-là, puis il avait condamné Kiss, puis Alice Cooper, puis tout ça, mais il avait mis danger dans le lot. Ouais. Ouais, c'est le père, c'est Kai qui connais-tu Kai en J'imagine que ça faisait des piles de vinyle puis ça les brûlait là avec les. Ah ouais, lui, il y avait bien des affaires à se reprocher aussi. Il y a eu une espèce de conspiration. Oups, batterie faible. Je pense que je t'avais de perdre mon téléphone. Ah ok. Si tu veux, on peut t'attendre si tu veux. Ben là, il est branché. Parfait, c'est bon. Ok, ben c'est ça. Puis l'autre truc aussi que je me suis demandé là maintenant qu'on sait comme le côté pour les booker les tournées, tel son est arrivé. Comment que ça s'est passé que vous avez eu la chance d'enregistrer votre album au studio Morin Heights. Tu sais, c'est même à l'époque, je pense qu'il y avait déjà beaucoup d'artistes qui avaient enregistré là. Je pense que j'avais vu que Cat Stevens, Jean-Pierre Ferland, les Bee Gees avaient déjà enregistré à ce studio-là d'André Perry. Ouais. Vous autres, comment vous avez eu le hint pour pouvoir aller faire votre album là-bas? Le pire, c'est qu'on ne l'avait pas encore, le hit, mais on l'a fait là-bas, justement. Il était créé là-bas. L'amour dans le métro a été carrément créé en studio là-bas à partir d'une riff. André Perry, réalisateur, il a écouté ce qu'on avait, il a dit ouais, il n'y en a pas beaucoup. Fait que bon, jouer, jammer, on va voir ce qui va sortir de là. Puis là, le guitariste sort une riff, puis le polo embarque dans la danse, puis ça finit par devenir l'amour dans le métro. Charlie Dog a été créé là-bas de toutes pièces. L'instrumental sur l'album qui s'appelle La Ballade mentale a été créé de toutes pièces là-bas aussi. Fait que ils auront scrappé quelques chansons qui ont pas fait l'album, mais en revanche, on en a créé d'autres. Puis là, ça finit par donner l'album conséquent. Puis le fait qu'on soit allé enregistrer à Morin Heights, voilà. C'est qu'André Perry était grand chum avec Yvan Dufresne. Yvan Dufresne dit à son ami André Perry, ouais, j'ai ce band de punk rock, blablabla. Puis aurait-il un trou pour les prendre. Là, il dit, présentement, ici, en studio, il est en train d'enregistrer Nazareth. L'album Expect No Mercy. Et puis, Nazareth avait réservé le studio pour 7 semaines, mais ils l'ont complété en 6 semaines. Fait que ça laissait une semaine, déjà payée par le management de Nazareth, qui était libre dans le studio. André Perry a rejoint, ils se sont parlé, lui et Yvan Dufresne, puis on dit, fais venir ton band, on prend la semaine, on enregistre l'album là. À condition qu'on n'en parle pas, parce qu'il n'y avait pas le droit pas le droit d'enregistrer de produits locaux. Ouais. Ouais, mais c'est ça, parce que j'avais vu cette ligne-là quelque part, mais en même temps, parce que j'ai vu aussi, j'ai reviré l'album de tout bord, de côté, puis il n'y a aucune mention du lieu d'enregistrement non plus dans la pochette. Puis, mais parce que vous étiez en même temps aussi que Jean-Pierre Ferland, de ce que j'ai compris. Fait que c'était quoi la différence pour eux autres entre le produit local puis On est revenu plus tard parce que Jean-Pierre Ferland, il n'avait pas encore enregistré au studio Morin Heights. En tout cas, il était pour enregistrer un album, mais l'album jaune a été fait ailleurs qu'à Morin Heights. Ah, ok, parce que je pensais que c'était quand vous aviez fait l'enregistrement, que vous aviez fait un peu de temps de studio avec Jean-Pierre Ferland, justement, puis que vous aviez été crédité pour une chanson. L'histoire qui est arrivée, c'est qu'on a fait la musique, les chansons étaient en anglais, puis on a décidé de faire l'album sous les auspices d'André Perry, qui nous a conseillé de faire. Vous devriez le faire dans votre langue, en québécois, comme ça serait, tu sais, si tu te fais connaître à plus de monde alentour de toi, puis tu as moins de compétition. C'était pas mauvais comme idée, fait qu'on a dit pourquoi pas. Sauf qu'il n'y avait pas de texte de fait encore, puis la tâche venait à Pierre de faire les textes. Ça fait qu'on a fait une semaine de musique, puis il a dit, regarde, j'ai une idée. On va reprendre, je vais te laisser tout l'été pour faire ça, puis vous revenez au mois d'août, je vais avoir un autre break. T'sais. Quand on est revenu au mois d'août, Elvis venait de mourir. La veille. Ah oui, la même journée, ouais, le 16. La même journée. Une date marquante. Le 16. Puis là, lui, c'est pas qu'il s'en foutait, mais on lui avait demandé quel effet que ça vous fait. Oh, regarde, tout le monde passe par là. Faut pas se Elvis que c'est... Who cares? Mais c'était drôle pareil. Puis là, Pierre, on avait eu le temps de composer des textes et tout ça. Puis il y a, c'est ça. Puis il y avait aussi l'anecdote que
André Perry faisait entendre des bands qui enregistraient à d'autres musiciens et tout ça. Puis il y a l'anecdote que parce que The Police enregistrait, ça chevauchait avec vous autres. Puis si on écoute bien la pièce Invisible Sun de Ghost in the Machine. Puis tu sais, j'ai fait l'exercice avant de vous en parler là. Puis tu sais, on l'entend tout de suite. Tu sais, c'est pas le même picking, mais c'est carrément les mêmes notes, même le picking est pas loin là. C'est les mêmes chords, ça s'en va direct là. Y a-tu une confirmation C'est le fun, c'est flatteur. De toute façon, nous autres, avec, on a copié tout le monde, tu sais. Tout le monde est influencé de tout le monde. Hein. Tu peux pas te vanter. On est plus comme un channel, puis il passe une idée. Ça se peut quand en Allemagne, quelqu'un il l'a fait, puis ça n'a pas pogné, ou même ici, puis ça n'a pas pogné, ou ça a pogné, mais je l'ai pas entendu, tu sais. Ouais. Toutes les possibilités sont là, hein. Tout est toujours dans l'air. Tu sais, j'avais aussi entendu, tu sais, la comparaison était facile entre, tu sais, Subway Train puis l'amour dans le métro, puis, tu sais, j'ai écouté, puis j'étais comme, tu sais, peut-être, il y a des trucs qui ressemblent, mais quand j'écoutais après Invisible Sun, puis l'amour dans le métro, je trouvais que The Police puis Danger, c'était plus proche que Danger puis New York Dolls de beaucoup. Au niveau du texte, c'était plus les New York Dolls, puis au niveau de la musique, c'était plus les Police. C'est ça. Puis t'as parlé tantôt que justement, tu sais, j'ai lu Paul que t'as étudié, je pense, à l'Académie des Arts, puis tu voulais aller en animation puis tout. Est-ce que c'est toi qui as fait le dessin de la pochette à l'intérieur? Le gars qui défait Slumber de brique. Moi j'ai fait le bonhomme, puis c'est Jean-Guy qui faisait la brique, puis je l'ai fait sur le LSD. Ah ouais, bon, crème. Tu vois là, après un gros buvard de LSD, Bon, ben ça a bien sorti quand même. T'as fait de quoi de cohérent. Bien surpris moi-même. Puis si tu regardes le bonhomme, comme dans pas mal toutes les peintures que je fais maintenant, il te regarde, peu importe si tu t'en vas, il te suit des yeux tout le temps. C'est comme les yeux de la Joconde. L'objectif, il regarde l'objectif, tu sais. Puis, il y avait tout le côté cartoon, là, c'est-à-dire que son bonhomme, si on regarde, il y a comme un dé, comme si c'était Superman, dans les bandes. Son chandail est tout déchiré, il y a des crachats pleins d'affiches, tu sais. Dans le mur, tu sais, on sait pas qui il a défoncé le mur, tu sais. Il y avait tout un concept. Tu veux pas le croiser dans la rue, ce bonhomme-là, en tout cas. C'est ça que je me disais. Non, c'est clair. Puis, ben, c'est ça encore, autour de la pochette, je me demandais, le logo Danger, ça a-tu été stagé pour votre nom? Vous aviez vraiment trouvé un endroit où le Danger était écrit sur un mur déjà tout... La palme revient au photographe Pierre Dury. C'est lui qui a trouvé la place, le spot. On a eu juste parce qu'il y a quelqu'un qui avait fait qui a pris le R puis qui avait rajouté une barre, ça faisait Danger. Là, il a dit, il faudrait juste remettre puis on a remis si tu regardes comme il faut, il y a un papier qui cache le R. Ah, ok, j'ai pas remarqué, hein. J'ai remarqué, par exemple, les bouts de collants orange qui cachent les Molson-X, par exemple, ça. Ben, tu le vois dans le top. Pareil, tu vois dans le reflet, Molson, tu sais. Ouais, il y en a une qu'on voit quand même pas pire dans la main de quelqu'un. T'as celle sur le capot qui est bien cachée. C'est parce que probablement, il avait peur de se faire taper dessus plutôt que d'en profiter. Puis ils se sont dit, on va pas profiter de ça pour qu'il y ait une commandite. Ces gars-là, ils vont nous chier dans les mains. S'il faut qu'il y ait une commandite de Molson, on les verra plus. Ah, c'est sûr, là. Probablement avec raison. Vous auriez été barré d'une coupe de bar, probablement. Oh my God, mais non, on aurait tout bu en malade, on aurait garoché ça. On commençait le spectacle, Pierre commençait le spectacle en lançant le Molson sur le mur d'en arrière. Paf! Il a buvait, encore pleine, il a pété. Il commençait le show de même. Un petit peu d'artifice liquide, hein. Ah ouais, on faisait avec qu'est-ce qu'on pouvait. Quand on était à l'Évasion, on s'est payé, si tu veux, une mise en scène avec des toiles d'araignée, de la boucane, puis des explosions, puis ça, c'était... Mais c'est ça, parce que, tu sais, vous aviez fait quand même des shows, mais tu sais, je veux dire, avec un pas pire déploiement, que, tu sais, votre lancement qui s'est passé, à ma grande surprise, à la Récréathèque de Laval. Moi, je viens de Laval, puis quand j'ai entendu ça, j'étais pas capable de comprendre qu'à la Récréathèque, il y avait déjà eu comme le lancement de Danger, parce que moi, j'allais là pour jouer au bowling puis faire du patin à roues alignées si j'allais pas jouer au billard en face au scratch. Ça aurait été une place pour, dans le temps, les comment est-ce qu'ils s'appelaient, pas les Beastie Boys, mais le band anglais, là, qui, en tout cas. Les Bay City Rollers. Hein? Les Bay City Rollers. Oui, les Bay City Rollers, c'est ça. Ça aurait été une place pour les Bay City Rollers, tu sais. Il faut préciser de quoi, c'est que on n'était pas exactement à la Récréathèque de Laval. Le spectacle a eu lieu au Québec électrique, qui était le bar de la Récréathèque de Laval. Et dans le Québec électrique, qui est un bar assez grand quand même, 900 personnes se sont entassées pour voir ce show-là ce soir-là. C'est hallucinant.
C'était malade, c'était couvert par la presse, on est arrivé en limousine, blablabla, tout ça, là. Ouais. Fait que c'est ça, il y a quand même eu une grosse promo avant votre lancement, dans le fond. Gilbert Morin qui avait organisé l'enlèvement d'Alice Cooper quand il était venu la première fois à Montréal. C'est avec je sais pas trop, il y avait 2 autres personnes avec lui, là, puis il avait essayé d'enlever Alice Cooper, ça avait plus ou moins marché, mais ça a quand même passé dans les journaux. Ça avait fait... le même, Gilbert, tu sais, puis bon, tu sais. Ça avait fait parler, fait qu'il a réussi son marketing assez... Gilbert, il était l'as du marketing à Montréal de très loin, là, tu sais, là. Tu ne vas pas refuser, tu sais, un gars à radio, tu ne vas pas refuser un disque de Gilbert Morin, il te l'amène et te demande de le faire jouer. Tu vas le faire jouer, c'est sûr que tu vas le faire jouer. C'est ça un peu lui qui est derrière aussi le fait, parce que j'ai vu que vous avez passé au moins à une émission de télévision. 2. Puis, 2? OK, c'est ça. On a passé à plusieurs, mais live, qu'on a joué live, en fait en lip-sync, mais on a fait 2 fois et ça tourne. Ce qu'on voit sur YouTube, c'est la 2e fois qu'on est retourné. Okay. La première fois qu'on est allé, on était vraiment plus glam, on avait dit au maquilleur, laisse-toi aller, fais-nous des maquillages comme tu veux. Elle a dit, ouais, vraiment, je peux. Puis là, il met du rouge en haut, tout ça. On a la linge déchirée, puis tout ça, j'avais pas. On était gore, ouais, parce que, mais j'ai été surpris parce que, justement, c'était vraiment assez, tu sais, c'était super punk comme performance. Puis qu'est-ce qui m'a surpris? C'est justement que, Pierre, tu te retournes vers la caméra quand tu dis, j'ai le goût de baiser, vraiment en fixant la caméra. Puis j'ai fait comme, ça a-tu passé à la TV, ce moment-là, où ils ont comme une censure? Moi, ça m'a... Ah, quoi, une censure? Pour vrai, ok, moi j'étais sûr qu'à l'époque, c'était clair qu'il y aurait eu une coupure ou qu'ils l'ont finalement pas diffusé. Non, ça a vraiment passé. Puis, anecdote, mettons que c'est une ligne qui est pas tombée dans l'oreille des sourds. Ta carte de visite a été télédiffusée. Dans l'époque, là. Ouais. Toutes les autres avaient des blondes stédées, pas moi. Il y avait sa ligne, tu sais. T'as vraiment bien joué tes cartes. Ouais, bien drôlé. Mais y a-tu eu une bonne réception? Parce que vous avez eu la chance justement de passer à des émissions de télé, mais côté radio ou couverture dans les journaux et tout ça? C'est KLM à Laval, le poste nous jouait 40 fois par jour, si tu veux, là, moi dans le métro, là, puis du côté de la Démence, Charlie Dog, ça a joué là. Non, on était... Et en revanche, OK, moi, ce qui m'avait fait sauter au plafond, c'est que CJMS, qui était à l'époque le poste de Montréal, parce qu'il faut pas perdre de vue que c'est KLM, c'était gros, mais c'était à la Couronne Nord. C'était Laval, la Couronne Nord, diffusé quand même ici, mais le poste de Montréal, c'était CJMS. Quand Serge Belair a eu ça, lui, le single L'amour dans le métro de Danger, il a refusé de le jouer. Il a dit, c'est des bombes, puis là, il pue. Il s'accroche des morceaux de viande à jour. Il se met des épingles à cause des joues, puis enfin, la grosse affaire. Et il a boycotté le single. Et puis il a dit qu'on était vulgaire. Et pourtant, à peine 1 an et demi plus tard, il faisait jouer à tour de bras la petite grenouille d'André Guitard. Que pour moi, qui est un sommet de vulgarité, quelque chose qui n'aurait jamais dû être diffusé ses airs. C'est pire comme ça. Le fait jouer à en vendre 150 000 copies de cette chanson-là. Ouais, la musique était juste plus user-friendly, on peut dire, que la vôtre. Fait que c'est juste pour ça que ça a passé. Mais mettons que le texte était un petit brin olé, là. C'est clair. Il y avait un truc aussi que j'avais vu, c'est à l'époque, Tony Roman allait partir une compagnie de disques punk, j'avais vu comme Montreco puis Plastic Room. Puis malheureusement, il est décédé avant que ça se fasse. Puis c'est comme un des éléments qui est pointé un petit peu pourquoi que le punk n'a pas levé au Québec. Il est décédé avant que ça se fasse. Il n'est pas décédé avant. Non. Montreco, il y avait des disques en masse. Il y avait même Gina X qui était sur Montreco. Ah oui, ok, je savais pas ça. Il aurait voulu nous signer, nous autres, sur Montreco, mais on avait déjà un contrat avec Telson. Mais on savait qu'on n'aurait pas un deuxième album avec Telson. Ça que c'était tentant on aurait peut-être dû, tu sais, aller avec Tony. Moi, je l'ai vu, Tony, avant qu'il meure, peut-être 2 mois et demi ou 3 mois avant qu'il décède. Je l'ai vu dans un show des Punk Fate qu'on faisait ensemble. Fait que, puis il m'a dit, hey, j'ai chez nous des affaires que t'as jamais vues sur vous autres, je les ai pas, tu sais. Je dis, ah ouais, je t'enverrai ça, tout ça. On s'est pas revus. Il y a des archives qui traînent chez Tony Roman, dans la succession Tony Roman, où on verrait Danger. Probablement le show au 234 Saint-Paul, avec les 222, puis peut-être le show
la première fois qu'on a fait et ça tourne. Il y a peut-être ça dans ces affaires. Là. Parce que, tu sais, justement, c'était un des trucs Le qui... El Casino, évidemment. Ouais, pardon, vas-y. Le El Casino aussi, il y avait peut-être qui a filmé le El Casino. T'sais. Parce que, tu sais, c'est une des raisons, je pense, qui expliquait que, vu qu'on n'avait pas de compagnie de disques au Québec qui signait des groupes, on va dire, dans votre genre, tu sais, que le Québec était un peu pogné sur le folk, chemise de flanelle avec le disco et tout ça, que c'est pour ça qu'au Québec, quand on remonte dans les années 70, tu sais, les bands punk qui ont enregistré de quoi, tu peux les compter sur une main. Tu sais, même je cherchais, puis tu sais, 222, vous autres, Chromosome, tu sais, il y avait pas... Chromosome, les Essentials, les Dios, mais Dios, c'est Toronto, c'est pas Montréal. Il y en a pas beaucoup. Parce que, est-ce que vous aviez, justement, commencé à travailler sur un deuxième album? Oui. Oh yeah! Oh oui! Déjà, quand on s'est produit à l'évêché de l'Hôtel Nelson au printemps de 1978, on a offert au moins 3 nouvelles chansons. On avait offert, si ma mémoire est bonne, Le Temps des Fous. On avait offert Sweet Love and Pain. Ouais. Ouais, puis l'autre aussi... Go Down on Me. Go Down on Me, puis l'autre... Oui. C'était quoi? Whips and Chains. Oh, Whips and Chains. Whips and Chains. Fait qu'on on est arrivé au show du Nelson avec le répertoire de Danger, quelques covers. Hein, entre autres, on faisait, parce que c'est Paulo qui chantait Stranded in the Jungle. Puis il y avait vraiment, là, toute l'affaire, là, vraiment les cris, là, de singes, toute l'affaire des New Yorkers. Puis celle-là, c'était un must. Si on la jouait pas, le public la réclamait, était obligé de la jouer, celle-là. C'est Paulo qui était le lead vocal là-dessus. Puis les autres, on faisait ouais, tout ça, là, ouais. Mais, full amusant, c'était le fun, mais oui, on travaillait déjà sur le deuxième album de Danger. Puis vous preniez un virage anglophone, si j'en déduis ainsi un petit peu, vous aviez des nouvelles chansons en anglais, puis parce que j'ai vu que le représentant de Telson avait distribué vos albums, je pense, Danger, les albums se retrouvaient en Angleterre puis en France. Fait que je pense qu'il y avait quand même une demande je pense que j'avais vu ça, le représentant de Telson avait eu des demandes à Londres pour des albums de Danger. Fait qu'est-ce que vous étiez déjà préparé à peut-être aller plus gros encore, plus international sur le marché anglais? On était prêts. Nous autres, on était prêts. Ben, nous autres, ça, on n'avait aucun, tu sais, je veux dire, déjà Danger, qui est un nom bilingue, là, puis qui a un background anglophone, transformé en caps. Si on écrivait des chansons en anglais, pour nous autres, c'était rien d'arriver, puis on traduit ça en caps pour les besoins. Puis si on écrivait en français, même chose, on revire ça en anglais, puis pour des besoins à gauche et à droite, comme ça. Fait que bon, je pense que on était plutôt flexible, puis aucune espèce de pas de problème avec ça, autrement dit. Okay. Puis il y avait justement, le groupe a duré de 74 à 78. Puis c'est quoi qui a mis fin au groupe? Parce que vous avez tellement eu une myriade de projets, tu sais, tout de suite après, vous avez jamais arrêté. Puis c'est quoi le point de rupture? Des tensions au sein du band, des réticences de répétition de la part, du laisser aller, ou tu sais, ça se retrouve que, si on veut, ça s'est retrouvé que dans le band, c'est pas mal moi et Pierre qui prenait les rênes. Il n'y a pas personne d'autre qui composait, si tu veux, des trucs. On s'il y a beaucoup sur qu'est-ce qu'on pouvait apporter. Parce que si tu regardes ce qu'ils faisaient avant, les autres, c'était un trio qui faisait de la musique, comme Pierre parlait, des petites tunes de 2-3 minutes, compliquées et tout ça. Mais ça leur aurait pris un keyboardiste, tout simplement. Là, il aurait pu faire, pas un guitariste, ça aurait pris un keyboard, un bass, un drum, il aurait pu jouer là, peut-être, tu sais. Puis un chanteur, évidemment. Il y avait pas de personne chantait là-dedans. Fait que c'est pas mal, moi et Pierre, qui faisait, si tu veux, en gros, la job de faire les tunes, de donner on porte à le band à bout de bras. Puis nous autres, moi pis Paulo, moi en tout cas, ça posait pas un problème. J'avais pas de blonde stédée, puis tu sais, je veux dire, ça me dérangeait pas d'être pauvre, OK? Parce qu'on s'entend que Danger, ben, malgré sa popularité, on était loin d'être riche, là. Mais, pis Paulo, ben lui, de son bord, lui non plus, ça ne dérange pas d'être pauvre. Il veut jouer de la musique, sa blonde, elle l'appuie 100% là-dedans. Go for it! Fait que moi et Paulo, on portait le reste du band comme à bout de bras, pendant que les 3 autres avaient des blondes qui le tiraient par la manche et disaient
lâche ça, cette bande de losers, tu vois ben, hey, là, moi, là, je veux m'en aller en appartement, là, pis j'ai spoté un beau poil pis un fridge, pis tu comprends ce genre de plan-là? Yeah. Les gars, ben là, on va appeler, blablabla, on fait pas d'argent, blablabla. Et moi, Polo, je veux dire, si on n'avait pas eu cette espèce de mentalité-là à combattre tout le temps, on aurait probablement répété plus, puis créé plein de chansons, puis le band, on aurait continué. Si t'avais pas dit à la TV, j'ai le goût de baiser, peut-être que les blondes auraient plus aimé ça pour il y aurait eu plus confiance à leur chum. Hein? Elle a été repris la chanson dans un film qui s'appelle Méchant Party, puis il y a une scène où c'est David Lahaye qui baise une fille dans un char, puis quand ça dit ça, j'ai le goût de baiser. Il dit, lève le son solo! Le solo passe. Ah, pour vrai, je savais pas ça. Si jamais tu mets la main là-dessus, ben, je pense qu'il est sur YouTube même, le film. Ça s'appelle Méchant Party. OK. Puis, ben, c'est ça. Puis le tout, tu sais, par après, j'ai vu que, après Danger, il y a eu, je pense que j'ai House of Wax dans la tête. Je sais plus, je pense que c'est... Oui, House of Wax, c'est 83 et 4. OK. C'était-tu plus New Wave ou... House of Wax, ouais, c'était New Wave, ouais, mais comment je pourrais bien dire? Mais en fait, il y a comme une étape de saut. Hein? Non, comment tu disais? Il y a comme une étape qui a été sautée dans le sens où que House of Wax, c'est comme dit Polo, c'est 83-4, mais 80-82, ouais. Moi, Polo puis le Basement de Danger, on a reformé Danger en le baptisant Sardonicus. Ah, OK, oui, j'ai vu ça passer. Hein? On a écrit une flopée de chansons. On est allé en studio, on en a enregistré 4 en 16 pistes à cette époque-là, qui sonnaient franchement à l'enfer, là. Et puis, on était un band, en anglais, pour commencer. Puis, deuxièmement, on était un band, pour te donner un exemple, on a ouvert pour Anvil. Est-ce que ça a coupé au moment que tu disais le nom du band? Je sais pas si tu veux le répéter. Anvil. OK. Ouais, j'avoue Anvil, que... tu connais Anvil, là, des gros méchants hard, là, qui... Plus vers le métal. C'est des Canadiens, mais en tout cas des gros hard, là. Et puis le band était punk, border metal punk, là, je dirais que c'est ça. Je pourrais nous rapprocher. Power pop, mais il y avait des dents, là, tu sais, des grosses dents, là, tu sais. Un truc un petit peu plus méchant, tu sais. Ouais, ça, c'est un je pense que c'est un petit peu comme Crossover aussi. Ben, Crossover, tu sais, je sais qu'ils ont joué pour, tu sais, c'est le genre de band qui pouvait jouer justement en première partie de Metallica autant que quand c'est devenu gros. Fait qu'il y a, ça a évolué, là, ouais. Ben, il y a un super bon documentaire d'ailleurs sur le band qui est sorti il y a une couple d'années, qui suit justement le chanteur de Anvil, un petit peu, qui est un personnage en soi, là. Fait que c'est les gens curieux qui peuvent aller voir ça. OK, fait que tu sais, avec Sardonicus, vous avez quand même, tu sais, vous étiez sur la map, mais c'est-tu trouvable, les enregistrements? Parce que j'ai googlé, j'ai cherché partout, puis j'ai rien trouvé. Ben, il y a rien de trouvable sur le web, mais vu que t'es notre ami, pis si Polo me donne la permission, Okay, c'est bon. moi, j'ai des MP3, là. Ah, c'est cool, ça. Ben, parce que j'ai remarqué aussi un truc que, tout un petit peu ce que vous avez fait dans votre carrière au complet. Tu sais, bon, Dédé Traqué, c'est facile à trouver. Les Frères à cheval, c'est facile à trouver. Mais tous les autres petits projets, il y a plein de petits morceaux de puzzle qui sont pas disponibles, en fait. Est-ce que vous avez comme projet un jour de peut-être en relâcher si jamais il y avait une compagnie de distribution de disques qui vous approcherait pour sortir des recordings de cette période-là? Bon, ouais. Si la demande est là, Tu sais, ben oui. On garde rien pour nous autres. On a passé ce moment où des gens veulent l'écouter, puis sure, ça pose pas un problème. Mais oui, effectivement, des petits projets comme ça, le Polo, il y en a plein sur l'ordi. puis avant les Frères à cheval, puis après les Frères à cheval. Ah, il avait fait un duo, à un moment donné, avec le drummer des Frères à cheval, François Lalonde, où c'était comme c'était quoi ça? C'était du house, c'était de l'électro. Ouais, High Peace, c'était. Comment ça s'appelait déjà? Lui, ça s'appelait High Peace dans le temps que moi j'ai fait le projet. Ils ont changé de nom après pour. Avec François Lalonde, ça? Oui, ça a été Mark Lang qui a pris ma place après. Oui, puis ça sonnait la mort, ça, là. Ouais, c'est en anglais, ouais, c'est ça, c'est vraiment, partie rap, partie, il y avait toutes sortes d'affaires là-dedans, là. C'était funk, je te dirais que c'est proche des Red Hot Chili Peppers, si on veut. OK. Puis ça, c'était environ... En fait, une autre histoire assez bizarre, c'est que on a fait Sardonicus 80 à 82. En 83, moi, je suis demandé complètement
s'engager pour jouer dans le film Hotel New Hampshire. Ah ouais, Crime, c'est un de mes romans préférés en plus. Tiré du roman de John Irving. Ouais. Et je joue dans le film Hotel New Hampshire. Et je joue un guitariste, je sais pas si t'as lu le livre, là. Ouais, ben c'est un de mes livres préférés même en plus, fait que c'est pour ça que tu me dis ça, pis je suis vraiment content. Hein. Wales. Ok, C'est ouais. Wales, le guitariste du Hurricane Doris Band. Ouais. Enfin, moi, ils m'ont donné ce caractère-là. Puis suite au film, j'ai pogné une tangente du rockabilly, un peu country. Je me suis mis à m'intéresser au country et tout. Puis ça, c'était en 83. Pendant ce temps-là, non, Polo, il part, il s'en va en campagne assez loin, à Sainte-Agathe, un studio là-bas. Non, c'est du Puis il top 4 chansons en studio là-bas qui sonnent l'enfer. Excellent. Hein, il y avait Dance in the Sun, il y avait... Papa Billy Dub, il y avait un cover que je faisais de Drag in the Line. Puis il y avait Head in a Cloud. Head in a Fog. Head in a Fog. Mais Dance in the Sun, c'est celle-là qui est devenue mon voisin plus tard. Oh, 14 ouais. ans plus tard, je l'ai sorti, ouais. Je l'ai sorti 14 ans plus tard. Ok. Ah, parce que j'avais vu que t'avais été dans un projet reggae, j'avais vu Leroy Rogers and the Memories. The Memories. Ok, c'est ça. Ouais. Ça jouait à Radio Universitaire, ces chansons-là. Okay. Et puis, vu que tu as parlé de mon voisin, mais je sais pas c'est en quelle année, mais j'ai vu que tu avais projet ou que tu avais écrit des scénarios pour une télésérie basée sur mon voisin, puis tu sais, ça parlait du racisme, ça parlait de la drogue, toutes ces choses-là. Ouais, on avait commencé ça, en fait. J'avais commencé ça avec... comment il s'appelle, là? Mais ça fait tellement longtemps de ça. Ça fait presque 20 ans. Ok, c'est pas un projet qui... Moi, j'en faisais avec François Bessner. J'en avais commencé quelque chose, mais finalement, on est tombé sur d'autres choses, puis on a mis le projet de côté. Ok. Non, j'ai pas rien fait avec ça. Ok. Puis J'ai approché dans Brathwaite dans le temps aussi pour le faire jouer là-dedans. Là. Ok, quand même, fait que ça aurait pu quand même assez... Probablement qu'il a accepté. Ouais. Puis ben c'est ça. Puis là aujourd'hui, j'ai vu, ben toi tu fais de la peinture. Tu sais, j'ai pu voir justement que tu fais beaucoup de portraits des grandes stars justement des années 70 ou tous ceux j'imagine qui vous ont influencé. Aujourd'hui, c'est-tu encore ça que tu fais? Parce que j'ai vu que tu avais designé aussi des pochettes d'albums puis des trucs comme ça. Ouais, ben entre autres la pochette, le fameux logo de Banzai Records. Ok. Ouais, j'ai ça ici. Un petit peu, je reviens. Ah ouais, pas trop. Alors voilà ici une œuvre de Polo. Mon cadeau de fête d'il y a... Attends un petit peu. Hey, il y a 4 ans. Hey, c'était assez hallucinant. Un beau Lemmy. Alors, ici, Lemmy. Hey, c'est vraiment la ouais. pochette de Banzai. La pochette de l'album de compile de Banzai, c'est un thème extra rare. Ben oui, parce que Banzai, même quand je vois aujourd'hui, je pense que c'est comme le premier album de Metallica est sorti là-dessus, puis c'est une des rarities, des super dispendieux. Hey, c'est fou. Je savais pas que c'est toi qui avais designé ça. Slayer, Raven, Venom, Trouble. Un paquet de bandes, là. Eh ben voyons donc. Mais semble que... Tokyo Blade, Maniac, Sortilège. Ah ouais, ça, puis étiquette spéciale sur celle-là, c'est vrai. Ah, hey, c'est des vieux stocks. Eh ouais, c'est fou, hein. Ah. Hey, Crime, je savais pas, c'est vraiment... C'est quand même un gros... Ouais, c'est un milestone dans ma carrière de... C'est pas mon meilleur dessin, c'est pas mon meilleur pochette à vie, là. J'étais déjà dans pas d'équipement, j'étais pauvre. Puis, c'est la première fois que je faisais un gros contrat de même, ça m'a donné 2000$ faire ça, là. Mais comment qu'une compagnie américaine vient à t'approcher pour faire ça? Ah, ben, je connais ça, Banzai, ça a été sorti par Michel Mess, de Rock en Stock. T'es-tu sérieux? Tabarouette, là, je suis vraiment en train de me faire éduquer en ce moment. Ah oui, c'est lui qui a parti de l'étiquette Banzai. Puis au début, ça s'appelait Samurai Record, mais ils n'ont pas pu parce que le nom avait été enregistré. Okay. Fait qu'ils ont ressorti avec... Parce qu'au début, moi, j'avais commencé mes affaires sur Samurai Record. Ils disent non, on arrête tout, c'est pris le nom, fait qu'il va falloir faire ça sur Banzai Record. Là, c'est encore mieux, il y a moins de lettres. Tu sais. Ouais. Ah, puis en plus, tu dirais qu'en stock, puis ça me rappelle des souvenirs. Tu sais, moi, j'allais là-bas pour, tu sais, c'était que des bootlegs, comme, ben, c'est pour ça que ça a fermé aussi. Je pense qu'il n'y avait pas les droits d'auteur pour vendre ces produits-là. Il y en avait beaucoup, mais moi, j'étais un maniaque des bootlegs dans ce temps-là, puis moi, j'ai connu Michel Mess avant qu'il y ait Rock en Stock, parce que c'était un gars de Tétroville aussi. Ah oui? Puis en recherchant des bootlegs, j'avais vu ça Michel a appelé telle affaire, j'étais allé chez eux, et en bas, dans le sous-sol, des boîtes de bootlegs, tout partout, tu sais. Il y avait ça, mais des bootlegs live
ce qu'on appelle un bootleg, ça va. Ce que le monde n'aime pas, c'est des albums contrefaits. Ouais, c'est ça. Des albums studio contrefaits. Ça, t'as pas le droit d'avoir ça. Mais moi, j'avais acheté une couple là-bas avant que ça sorte. Là, je me souviens, Garage Inc. De Metallica, je l'avais acheté là-bas avant qu'il sorte, je pense, 10 ans plus tard, dans les magasins de disques, là. Fait que, ouais. Mais tu sais, bon, t'as le droit puis pas le droit sur certaines affaires. Mais en gros, c'était du bien bon monde pareil, là. Tu sais, c'est pas... Moi, j'étais un maniaque de bootleg, ça fait que ça faisait mon affaire. J'ai toujours même, je me suis toujours dit, attends, j'aurais aimé ça, entendre un bootleg de danger que quelqu'un, dans quelque part, l'a enregistré, tu sais. Ah, ça doit exister, en plus, c'est ça le pire, là. Ben, c'est ça, pour nous autres, qu'on a des enregistrements, tu sais. Ouais. Moi, j'en ai, mais c'est moi qui les ai enregistrés, là, tu sais. Okay. J'ai ça. Moi, des live danger. J'ai live danger au pénitencier. J'ai live danger une couple de fois au pénitencier même. En fait, au niveau du son, en tout cas, j'ai live au Colisée Jean Béliveau. Ah ouais, t'as ça, ouais. Oui. Puis, le gig du Colisée Jean Béliveau. C'est l'automne 75, avant qu'on parte pour les Maritimes, si je me trompe pas, ou en venant, je sais trop quoi, mais dans ces eaux-là. Là. C'est l'automne 75. Puis là, il nous book un show au Colisée Jean Béliveau à Longueuil, avec une flopée d'autres artistes en soutien aux syndiqués de la CSN. Ben, OK. Là, nous autres, on arrive là-bas. Et ils nous font passer à la fin complètement du show, parce que juste au soundcheck, il a bien vu qu'on était un petit vrai tête chaude et tout, là. Mais avant, nous autres, c'est comme Georges Dard, Beau Dommage. Ça n'avait pas rapport. Une autre catégorie. Aucun rapport. Je les revois sur scène, puis là, nous autres, on attend. Mais là, on bouille pendant ce temps-là. Puis on s'éclate, on a trop de temps sur les mains et tout. Puis là, le show arrive, puis là, ça part en folie furieuse et tout. Anecdote, on arrive dans la... Puis là, j'ai le recording du show. Pendant que j'annonce une des dernières chansons, quand je commence à annoncer entre deux chansons comme ça, ouais, la prochaine chanson, blablabla, t'entends les chaises qui clashent. Le monde a tout sacré le camp. Ils parlent les chaises pliables pour les ranger sur des trolley, aller porter ça. On finit le show, on arrive dans les loges, puis là, on s'en est comme dans le corridor qui mène aux loges qui sont toutes en ciment, là. C'est le Colisée Jean Béliveau, c'est une aréna de hockey, tu sais. Puis là, les loges, et c'est commandité par la Labatt 50, là, ce show-là, là. Fait que des caisses de 24, là, il y en a des montagnes plein la loge pour 10 fois le monde qu'on était. On entend un bruit qui vient des loges. What the heck is that? On rentre en gang dans la loge. C'est Dédé qui s'est complètement pété la fuse à la bière. Puis il pogne les 24, il les lève à bout de bras, il revire à l'envers en hurlant. Ah! Il crée une fucking rivière de bière pis de vitre cassée sur le plancher du ciment. Aucun sens. Danger passé par là. Et... C'était l'opportunité d'une vie de faire ça. Ça a été fait. Hey, les boys, je vais être obligé de vous laisser, oui, parce que je suis sur le bord de souper. Parfait. T'as-tu, en fait, avant que tu y ailles, t'as-tu un projet en ce moment que tu veux que les gens aillent voir de ton côté que tu es en train de faire actuellement? Pas vraiment. Je fais vraiment juste mes hobbies de ce temps-là. C'est des figurines. Je peins des figurines. Je fais une espèce de ville apocalyptique alentour de ça. Mais je vais le mettre sur Facebook quand ça va être éventuellement fini. Là. OK, parfait. Mais en dehors de ça, non, pas vraiment. J'ai pas de projet. OK, puis ben... Tant que ça rouvre, qu'on puisse jouer dehors. Ouais, c'est clair. Puis Pierre, je te pose la même question. J'ai vu aussi Projet Michaud qui s'en vient. Est-ce que tu as d'autres trucs aussi de ton côté qui va sortir sous peu ou... Ben, écoute, j'ai entendu que le confinement nous empêche de répéter présentement, mais juste avant, quand ils nous ont déconfinés l'été dernier, je pense la journée avant le deuxième déconfinement, on a eu la chance d'aller en studio pour traquer des affaires, 4 chansons, qu'on a confiées à mon guitariste keyboardiste, Pierre-André Gauthier, le leader d'Autre Chose. Là. Et puis c'est Pierre-André qui est parti avec ça dans son studio chez lui. Fait depuis ça, lui il processe des guitares dessus, il me renvoie ça, je mets ça dans mon garage band, je fais des vocals, des backups, je renvoie ça, etc. Fait qu'on se tient actif, mettons, sur le projet, c'est pas mort. On attend juste d'avoir un feu vert pour être capable de se retrouver puis de jouer encore ensemble. OK. Fait que je vais mettre le lien de toute façon avec l'épisode Michaud, M-Y-S-H-O, Tréma, pour ceux qui vont pouvoir le chercher.
Puis, écoutez, je vous retiens pas plus longtemps, puis vraiment un gros merci d'avoir accepté l'invitation au podcast. Puis désolé encore pour le problème technique. Peut-être justement les auditeurs vont remarquer que c'est pas, ça n'a pas le même son que d'habitude. On l'enregistre un petit peu broche à foin, mais c'était ça ou c'était rien parce que Zoom nous a posé un problème. C'est correct. Je trouve ça bien correct. Parfait. Même l'image aurait été correct aussi, là, ça. Non, c'est ça. Ben regardez. On peut, je voulais aller finir ça avec Metal Rock pour terminer. Puis c'est ça, j'encourage les gens à aller suivre vos projets et tout ça. Puis merci encore. Puis s'il y a quoi que ce soit que je peux faire, faites-moi signe. Ça fait plaisir, mon homme. OK. Merci beaucoup. Merci, Phil.